Pensez-vous que l'Union européenne vaut le coup ou qu'on devrait arrêter? Nombreux sont ceux qui s'en sentent déconnectés, alors que d'autres l'acclament. Mais concrètement, est-ce que son existence est bonne ou mauvaise pour les Européens? Vu que le futur du Royaume-Uni est incertain, on va surtout en parler comme s'il n'était plus dans l'UE. L'Union européenne, en comptant ses 27 pays membres, a une population d'environ 450 millions d'habitants, ce qui en fait le troisième plus ou moins pays le plus peuplé. C'est la deuxième plus grosse économie mondiale par PIB et le plus gros marché commun du monde. J'entendais dire tout à l'heure que l'on ne pouvait pas avoir vivre dans le monde si on n'avait pas un marché de 500 millions d'habitants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avez-vous déjà entendu, Madame Bambouri, êtes-vous déjà allé à Singapour, qui a 4,5 millions d'habitants, et qui est donc comme la moitié de l'île de France, qui a un niveau de vie supérieur au nôtre et qui a un taux de croissance de 8% par an? Avez-vous déjà été à Taïwan? Avez-vous déjà été en Corée du Sud, au Vietnam? Le premier point, le Japon, c'est un tout petit pays et c'est une très grande puissance mondiale. Il faut le connaître et le reconnaître, ça n'est pourtant pas un immense continent. Ensuite, le deuxième point, qu'est-ce qui fait la grandeur d'un pays? La grandeur d'un pays, on la mesure à quoi? Pas forcément à son nombre d'habitants, pas forcément à ce genre d'éléments. C'est surtout principalement, est-ce qu'il y a une paix sociale dans le pays? Premier point. Deuxième point, quelle est la santé économique de ce pays? Est-ce que ce pays est d'abord capable de s'occuper de tous ses ressortissants, sans exclusive? La France a quelque chose d'assez magique que les autres pays du monde n'ont pas. Quand on parle de grandeur, ce qui fait la grandeur de la France, c'est cette manière de fonctionner. Il y a évidemment de grands écrivains, mais c'est surtout la France, c'est une grande démocratie qui a des origines qui sont très fortes et qui s'occupe de tous les siens. On a souvent apporté un message au monde, celui qu'on apporte en ce moment sur les migrants n'est pas le meilleur. Mais à l'origine, la création de l'Union européenne n'avait qu'un seul but, la paix. Les Européens sont très bons pour faire la guerre, du coup, ils ont été en conflit plus ou moins toute leur existence. La rivalité centenaire entre l'Allemagne et la France a, à elle seule, coûté 1 million de vies, et elle est tellement ancrée dans les esprits que les Allemands ont leur propre mot pour ça, Erbeinschaft. Après la Seconde Guerre mondiale, les Européens ont décidé qu'ils voulaient une paix durable qui ne soit pas basée sur un équilibre des forces militaires. À la place, l'économie, la politique et les peuples d'Europe devaient devenir tellement connectés que la guerre serait à la fois compliquée et impensable. Le plan a fonctionné. Entre membres de l'UE, nous avons plus de 70 ans de paix. Alors ok, la paix c'est bien et tout, mais quels sont les accomplissements de l'Union et ses problèmes? Alors, à ce congrès de la paix du 21 août 1849, voilà ce que nous dit Victor Hugo. Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toute nation du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. C'est la citation tronquée, avec des morceaux enlevés, qu'avait faite Raffarin à l'Assemblée nationale, vous l'avez vu il y a un instant. Absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace se sont fondus dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur avec un grand C, donc sous le regard de Dieu, et combinant ensemble pour un peu en tirer le bien-être de tous ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de Dieu. Et Victor Hugo continue en disant « Supposez que les peuples d'Europe, au lieu de se défier les uns des autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés, supposez qu'ils se fussent dit qu'avant même d'être français ou anglais ou allemand ou on est homme et que si les nations sont des patries, l'humanité est une famille, savez-vous ce qui serait arrivé? La face du monde serait changée. Les isthmes seraient coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées, les chemins de fer couvriraient les deux continents, la marine marchande aurait centuplé et il n'y aurait nulle part ni lande, ni jachère, ni marais. On bâtirait des villes là où il n'y a encore que des solitudes.
On creuserait des ports là où il n'y a encore que des écueils. L'Asie serait rendue à la civilisation. L'Afrique serait rendue à l'homme. Ça veut donc dire qu'en Asie, il n'y a pas de civilisation. Ce sont des barbares. Et quant à l'Afrique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hommes dedans. Ce sont des singes. La richesse jaillirait de toutes parts, de toutes les veines du globe, sous le travail des hommes, et la misère s'évanouirait. Et savez-vous ce qui s'évanouirait avec la misère, dit Victor Hugo? Les révolutions. Oui, la face du monde serait changée. Au lieu de se déchirer entre soi, on se répandrait pacifiquement sur l'univers. Au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies. Au lieu d'apporter la barbarie à la civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie. C'est le discours de George W. Bush. En fait, vous voyez la relecture de l'histoire que l'on fait? En fait, effectivement, Victor Hugo a eu un discours effectivement assez prémonitoire, mais les États-Unis d'Europe qu'il nous propose ressemblent en effet furieusement à ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire des guerres néocoloniales, de rapaces, d'appropriation de l'ensemble des ressources minérales en hydrocarbures de la planète au profit du monde blanc, d'euro-atlantistes. Avec d'ailleurs, l'Asie serait rendue à la civilisation, l'Afrique serait rendue à l'homme, un discours qui est un discours raciste. Comme la construction européenne est en fait un principe fondamentalement racialiste. Puisque je ne cesse de le dire, il postule que les Français devraient fusionner avec les Lettons, les Lituaniens, je n'ai rien contre, mais nous on ne les connaît pas. Ce ne sont pas des peuples avec qui nous avons eu des liens étroits, jamais. Et pourquoi devrait-on fusionner avec ces peuples-là et se prendre nos distances avec les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Québécois, les Sénégalais, les Maliens, les Gabonais, les Ivoiriens qui parlent notre langue, mais aussi d'ailleurs avec des Japonais ou avec des Chinois ou avec des Brésiliens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de construction européenne qui force les Français à appartenir à une espèce de, comment dirais-je, de complexe obsidional, comme on disait, se sentir agressé par le reste du monde, se défendre contre les autres. La construction européenne est fondée sur le principe de distinguer les pays torchons, les peuples torchons et les peuples serviettes. Il y a d'un côté les serviettes, c'est le monde blanc, et puis le reste du monde, c'est les gens dont on doit avoir peur. Parlez avec un partisan de la construction européenne qui vous taxe tout de suite d'être xénophobe, c'est la réductio ad lepénum, hein. Tout de suite, on dit « Ah, vous êtes... » Mais on n'est pas du tout du Front National, on est justement les principaux adversaires du Front National. Mais parlez-leur. Et puis au bout de 5 minutes, 10 minutes, vous allez voir votre européiste qui vous dira « Ah oui, mais vous vous rendez compte? Si on ne fusionne pas, vous vous rendez compte? Les Noirs, et les Arabes, et les Chinois, et les Indiens, vous vous rendez compte? » C'est eux qui ont une vision du monde agressive, polémique, acrimonieuse, anxiogène du monde d'aujourd'hui, qui est un monde où tous les peuples, normalement, sont en contact les uns avec les autres. Pour Victor Hugo, les États-Unis d'Europe marquent donc le coup d'envoi de la colonisation blanche de la planète, ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'après, la seconde moitié du 19e siècle sera justement, notamment, la colonisation de l'Afrique. L'objectif à atteindre pour Victor Hugo, c'est pas seulement la paix universelle. Quand il parle de pays universel, il veut dire pays européen et États-Unis. Exactement comme actuellement on nous dit dans les médias la communauté internationale. Dans les médias, la communauté internationale, ça ne veut pas dire la communauté internationale. Ça veut dire Washington et puis c'est sbires. Hein. C'est colonies en Europe. C'est ça que ça veut dire. L'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. C'est ça que dans les médias on appelle la communauté internationale. De même que lorsque Victor Hugo parlait de la paix universelle, il parlait en fait du monde blanc. Élargir sans cesse le groupe civilisé, parler du groupe civilisé, et de donner le bon exemple aux peuples encore barbares, donc non encore colonisés par l'Occident. Il s'agit pour lui d'élargir la chrétienté à l'ensemble de l'univers en invitant les puissances occidentales à développer partout un grand élan colonisateur. Il lance en 1922 son premier appel à l'unité européenne et il publie en octobre 1923 son célèbre manifeste appelé Pan-Europa. Il va d'ailleurs fonder une association, le mouvement Pan-Europe. Alors on voit ici d'ailleurs un ouvrage de lui, publié donc à Zurich, Vienne et Leipzig, c'est en allemand Europa erwacht. Ça, de l'allemand, ça veut dire Europe, réveille-toi. Réveille-toi avec, au passage, on le voit déjà ici, quelque chose qui fait très 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 peur. C'est l'URSS qui est en rouge.
On va le voir, d'ailleurs, c'est un fil directeur, la construction européenne a toujours peur du Sud et de l'Est. Toujours. La Pan-Europe serait mise en place en 4 étapes. D'abord, l'organisation d'une conférence pan-européenne, par exemple à l'initiative d'un pays neutre qui serait la Suisse. Deuxièmement, la mise en place d'une cour d'arbitrage obligatoire afin d'assurer une paix durable sur l'espace européen. Troisièmement, à l'époque, l'ONU n'existe pas. Il y a la SDN qui vivote, mais l'ONU n'existe pas. Je signale qu'après 1945, il y a quand même l'Organisation des Nations Unies avec la Cour internationale de justice qui ont été créées par la Charte des Nations Unies de San Francisco en 1945. Troisièmement, la création d'une union douanière et monétaire pour la réorganisation de l'espace économique européen. Et quatrièmement, la mise en place des États-Unis d'Europe, ou Pan-Europe, grâce à l'abolition des frontières qui seraient devenues de simples limites administratives entre les États membres. Cette union serait gouvernée par une Chambre des peuples, constituée de 300 députés, c'est une préfiguration de ce qui deviendra le Parlement européen, et serait gouvernée par une Chambre des États, qui aurait 26 représentants, c'est-à-dire un député par État membre, 26 États dans cette union pan-européenne. C'est en fait la préfiguration exacte de la Commission européenne. Je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire de France, c'est également très très proche du mode de fonctionnement de l'Empire bismarckien, avec la même chose. L'Empire de Bismarck recréé, enfin le Second Reich, créé à partir... vous savez que le Premier Reich était le Saint-Empire romain germanique qui avait été créé par Othon Ier en 962, qui disparaît en 1815 en 1806 avec Napoléon, et puis qui est recréé en 1871 dans la Galerie des Glaces après que les Prussiens aient battu les Français à Sedan. Et ce deuxième Reich disparaîtra en 1918, après la fin de la Première Guerre mondiale, et Adolf Hitler, en 1939, prétendra recréer un troisième Reich, qui durera 1000 ans, qui est donc le troisième avatar de ce Reich. Et donc, dans ce deuxième Reich bismarckien, il y avait une chambre des peuples et une chambre des États. C'est de ça qu'un s'inspire, en fait, Richard de Coudenhove-Kaleri. Il prend d'ailleurs un drapeau. Le drapeau est bleu, bleu couleur mariale, et avec une croix qui est la croix du Christ, puisque c'est un peu la croix des croisés. Il s'agit de faire triompher la chrétienté. Il s'inscrit tout à fait dans le prolongement, enfin, une partie du prolongement de la pensée hugolienne de 1849. Dans cette nouvelle Europe, l'idée de nationalité serait réduite à ne plus être une simple affaire privée, comme l'est aujourd'hui la religion. Ça, c'est le drapeau de l'Union pan-européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Ils ont rajouté les 12 étoiles de la Sainte Vierge, tirées du chapitre 15 de l'Apocalypse de Jean. Le discours d'Adolf Hitler au Parlement le 7 mars 1936, au Parlement de Berlin, l'humanité et en particulier les peuples européens auraient évité bien des problèmes lorsque l'espace vital et la coopération économique en Europe ont été façonnés politiquement, s'ils avaient respecté les conditions de vie naturelles et évidentes. Les peuples d'Europe représentent une seule famille dans le monde. Il n'est pas très intelligent d'imaginer que dans un espace aussi étroit que celui de l'Europe, une communauté de peuples puisse longtemps maintenir des systèmes de loi reposant sur des conceptions différentes. 7 mars 1936, donc Hitler est au pouvoir depuis 3 ans, vous voyez que c'est le coup d'envoi. On est encore en paix à l'époque, en 1936. C'est le coup d'envoi de l'idée d'une construction européenne au forceps. Parmi les proches, enfin parmi les juristes qui seront dans l'entourage d'Hitler, il y a ce monsieur dont j'ai déjà parlé, sur lequel je reviens. Walter Einstein, né en 1901, mort en 1982. C'était un professeur de droit, un éminent juriste allemand, qui fut nommé doyen de la faculté de droit de l'université de Rostock en 1936. On le voit ici. Le représentant du gouvernement de l'université, c'est le professeur, le docteur Walter Einstein, qui fait un serment, enfin au moment de sa prise d'entrée en fonction, il transmet un document dans lequel il met « Je déclare que dans la période de l'après-guerre, c'est-à-dire après Première Guerre mondiale, j'ai été membre des organismes suivants. Pendant la période que j'ai passée en tant qu'assistant d'avocat, j'appartenais à l'association des assistants d'avocats du Reich. En tant que professeur, j'appartenais à l'association des universités allemandes du Reich. Aujourd'hui, je suis membre de l'association des juristes allemands nationaux-socialistes, Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, les BNSDJ, et de l'Association nationale socialiste des enseignants, la Nationalsozialistischer Lehrerbund, et des maîtres de conférences. Alors, Walter Einstein, ensuite, comme je l'ai déjà expliqué, va entrer en scène suite à la visite que Adolf Hitler fait le 9 mai 1938 à Rome,
pour rencontrer Benito Mussolini, le duce de l'Italie fasciste, et ils conviennent de mettre sur pied une nouvelle Europe, qui sera donc une dictature européenne placée sous leur contrôle. Donc, suite à cette rencontre à Rome, du 21 au 25 juin 1938, Walter Einstein représente le gouvernement nazi pendant les négociations d'État avec l'Italie fasciste concernant la mise en place d'un cadre juridique de la nouvelle Europe. On a recours tout simplement à un juriste éminent pour savoir comment on pourrait bâtir une espèce d'union européenne, d'Europe, de communauté européenne, qui permettrait au passage de retirer le pouvoir au peuple. Voilà. Donc c'est M. Einstein qui aura le premier l'idée d'une organisation, enfin c'est pas exactement le premier, mais il reprendra l'idée qui est née déjà dans le cerveau de Coudeneuve-Kalergi, qui l'avait reprise au Deuxième Reich, c'est-à-dire l'idée d'une chambre des États, l'idée d'un représentant par État, sauf que le représentant par État ne sera pas élu par les peuples, ils seront nommés, et puis en fait on aura une oligarchie qui sera complètement coupée du suffrage universel, et puis surtout comme il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de démocratie, puisqu'il n'y a pas déjà, il manque le truc de base, c'est-à-dire le démos, il n'y a pas de peuple européen. Et d'ailleurs, on va lancer la France européenne, puisque le vainqueur de 1940, à la différence de tout ce qui s'était passé dans les siècles antérieurs, c'est un vainqueur qui nous promet une nouvelle Europe, on va avoir toute notre place. C'est un vainqueur magnanime. Donc il faut promouvoir la France européenne, et comme on va le voir ici, c'est marqué ici, la construction de l'Europe. Dans les années, donc, voilà, c'est ici, la France européenne, vous le voyez, construction de l'Europe. La quintessence de la politique de Vichy, et de la politique, que ce soit en matière économique et la vision du monde. Qu'est-ce qui allait se passer après la guerre, par exemple? Nos aïeux qui vivaient en 1940-41, ils s'intéressaient de savoir qu'est-ce qui se passerait quand le conflit serait terminé. Et ce que expliquait la propagande allemande, la propagande de Vichy, c'est que la guerre allait bientôt se terminer, que l'Angleterre était de toute façon toute seule. Avant l'invasion de l'Union soviétique, l'Angleterre était toute seule encore à se battre contre le Reich, qui avait triomphé partout, donc la guerre allait bientôt se terminer, et donc on allait avoir ensuite, après-guerre, bâtir une nouvelle Europe où la France aurait toute sa place. C'est donc l'inauguration de 2 expositions qui auront lieu à Paris, en 1941, le 6 juin 1941, et puis l'année suivante, en 1942, la France européenne au Petit Palais. Exposition qui sera d'ailleurs inaugurée par Fernand de Brimnon, le représentant de Pétain, avec des autorités nazies d'occupation parisienne, qui sont donc là pour approuver, en parfaite harmonie avec... c'est très malheureux, cette petite occupation, vous comprenez ça. C'est uniquement le temps de la guerre, puis après on arrêtera l'occupation, parce qu'on va tous ensemble, tous copains, bâtir la nouvelle Europe. Et pour montrer d'ailleurs les bienfaits de cette nouvelle Europe, il y avait donc 2 cartes absolument géantes qui étaient présentées au Grand Palais hier. Hier, c'est l'Europe, comme vous le voyez, avec des espèces de murailles, c'est l'Europe cloisonnée, avec des barrières, des frontières, l'Europe cloisonnée des démocraties inefficaces. Et demain, c'est la nouvelle Europe sans frontières, dessinée par Adolf Hitler. Vous voyez, il n'y a plus de frontières. En revanche, bien, vous avez des réseaux de trains, de chemins de fer, d'autoroutes, et qui permettent une libre circulation des marchandises et des travailleurs au sein de la nouvelle Europe. Ici, on voit d'ailleurs un document qui est publié à l'époque, dans l'illustration que je me suis procurée, et où on décrit l'année suivante, en 1942, de part et d'autre de la nef, 2 grands dioramas traités avec humour montrent d'abord les inconvénients des barrières douanières, ensuite la merveilleuse liberté de mouvement qui résulterait de leur aménagement. Ainsi pourrait alors se réaliser ce séduisant programme illustré d'immenses et magnifiques photographies de notre continent, révéler l'Europe aux Européens, telle est la mission du tourisme de demain. Ça c'est la presse collaborationniste, de 1942. On voit aussi d'autres textes, n'est-ce pas? De ces divers tableaux se dégage cette morale, que l'Europe ne connaîtra la paix que lorsque toutes les nations qui la composent se décideront à s'unir. Cette vérité de l'apalice ne pouvant se réaliser, l'expérience des siècles le prouve dans la bonne volonté générale, des périls extérieurs en imposent peu à peu la nécessité, même aux esprits timorés ou récalcitrants. Timorés, on le dit aujourd'hui, Si vous êtes contre vous êtes timoré, n'ayez pas peur, voyons.
toute façon, c'est la seule possibilité de faire la paix, c'est de s'unir. Sous une gigantesque photographie de deux mains qui se serrent, on lit cette définition de la collaboration, la définition. Collaborer, c'est travailler en commun à une œuvre commune, dit le dictionnaire. Dès lors, que faut-il entendre par collaboration franco-allemande et par collaboration franco-européenne? En premier lieu et avant tout, une réconciliation entre les peuples. Réconciliation franco-allemande, vous avez déjà entendu ça quelque part. Car la collaboration suppose un état de compréhension mutuelle. Ensuite, l'Europe étant l'objet même de la collaboration, j'insiste, parce qu'on est dans un milieu où tout le monde tape sur les collabos, etc. Mais les collabos, ils sont au pouvoir en ce moment. L'Europe étant l'objet même de la collaboration, un aménagement rationnel de toutes ces économies considérées sur le plan européen et non sur le plan étroitement national. Étriqué, étroitement national, nationaliste, etc. Enfin, une mise en commun solidaire de tous les moyens de développement économique des terres nouvelles appelées, de par leur situation géographique, à s'incorporer à l'espace européen. De ce qui précède, il ressort que c'est avec toutes les nations du corps européen que la France devra collaborer, toutes les nations du corps européen. Vous voyez que l'Allemagne n'apparaît finalement que comme peut-être le pays le plus important, mais pas du tout le donneur d'ordre. C'est exactement la même chose aujourd'hui, d'ailleurs. L'Allemagne n'est que le pays le plus important de l'Union européenne. Ainsi s'affirmeront par la communauté du travail la réalité de l'unité européenne et celle de l'espace vital européen. En avril 1942, c'est donc cette inauguration de la seconde exposition de la France européenne sur le thème de la vie nouvelle. Vous voyez, nous les Européens, par notre union et notre foi, créons le continent de la vie nouvelle. Je représente ici, il y a les autorités nazies d'occupation et le gouverneur français, le général français qui est le gouverneur de la place de Paris. On est en 1942. Et toujours dans cette inauguration, vous voyez, par leur nombre, leur rapidité, leur confort, les transports de l'Europe nouvelle seront de véritables traits d'union entre les peuples européens. L'Allemagne ne se mettait pas en avant. C'est vraiment une vision, je me permets d'insister, de la période 1941, 42, 43, que personne ne vous explique jamais, qui est la vraie vision que défendaient les collabos. Ça, c'est une carte postale. Une carte postale qui a été vendue dans cette exposition. La France européenne, elle a été timbrée le 14 mai 1942. Je l'ai trouvée sur Internet, je l'ai achetée, pensez bien. Elle a été timbrée, d'ailleurs, vous voyez, il y a ici, mal timbré, d'ailleurs, c'était le portrait du maréchal Pétain. Bon. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est pas ça, c'est surtout le revers de la carte postale qui était donc vendue lors de cette exposition de la France européenne. En 1942, les autorités allemandes d'occupation se sont avisées qu'il fallait célébrer le 1200e anniversaire de la naissance de Charlemagne. De même qu'en 2002, on célébrera le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, eh bien là, ce sont les autorités hitlériennes qui disent on va célébrer pour les Français le 1200e anniversaire de la naissance de Charlemagne. C'est les fêtes commémoratives du 12e centenaire, 742-1942. Sur cette carte postale, vous voyez ici Saint-Denis, statue de Charlemagne érigée dans la basilique par Napoléon Ier, et ici, Aix-la-Chapelle, tombeau de Charlemagne dans la cathédrale millénaire. Donc dans un cas, c'est en France, dans l'autre, c'est en Allemagne. C'est pour montrer qu'il y avait en fait un empereur qui était à la fois l'empereur de l'Allemagne et de la France. Alors pourquoi chipoter? C'est ce qu'on vous propose, disent les Allemands. La même chose, Et c'est d'ailleurs explicité ici par ce petit encadré, qu'il faut absolument que j'agrandisse pour que vous en dépreniez plein les yeux. L'Empire européen de Charlemagne, 12 siècles, avant que ne s'esquisse aujourd'hui la communauté européenne. On est en 42, Charlemagne avait réuni sous son sceptre les principaux pays de l'Europe, ce qui est faux. L'Espagne, le Portugal, tout le sud de l'Italie, toute l'Angleterre, l'Irlande, toute la Scandinavie, et tout ça n'a échappé complètement à l'Empire de Charlemagne. Bon. La Hongrie actuelle, la Pologne, ça n'y était pas. Son empire n'était ni allemand ni français, il était européen. Après sa mort, ce premier essai d'Union européenne était détruit. Premier essai d'Union. On est en pleine relecture de l'histoire, cher à la commissaire européenne luxembourgeoise, Madame Reding. Vous pensez qu'en l'an 800, quand Charlemagne se fait couronner empereur d'Occident par Léon III,
Il n'est pas du tout dans l'idée de l'unité européenne telle qu'on la conçoit actuellement. Il veut reprendre je l'ai écrit dans la conférence sur l'histoire de France, je vous y renvoie, il veut reprendre le titre de souverain pontife, de Pontifex Maximus, d'imperator, c'est-à-dire se descend de l'empereur universel, parce qu'il est talonné par le sud-ouest, par les morts, les musulmans, hein, qui sont l'émirat de Cordoue, d'un côté, et puis par le sud-est, par l'Empire byzantin, qui prétend, lui, descendre de l'Empire romain. Ça n'a rien à voir avec le projet d'unité européenne. On est en plein délire, on est en plein réécriture de l'histoire. Après sa mort, ce premier essai d'Union européenne était détruit, et durant près de 1000 ans, ça c'est je crois la cerise sur le gâteau, durant près de 1000 ans, les nationalismes s'entrechoquèrent dans un esprit de rivalité. L'Allemagne nazie qui se bat contre les nationalismes qui s'entrechoquent dans un esprit de rivalité. C'est formidable, hein. C'est exactement la même chose qu'on nous dit de nos jours, hein. Ceux qui sont contre l'Europe seraient des nationalistes qui voudraient des guerres. Ces petits caractères blancs qui apparaissent sur la photo de Jean Monnet sont un texte qui a été écrit par Jean Monnet lorsqu'il s'adressait à un Américain qui s'appelait Harry Hopkins en 1943. Et ce Harry Hopkins n'était pas n'importe qui parce que c'était le conseiller du président américain Roosevelt pour la politique étrangère. En fait, ce monsieur Monnet était un employé de monsieur Hopkins. Et ce monsieur Monnet écrit, donc nous sommes en 1943, à monsieur Hopkins: il faut se résoudre à conclure que l'entente est impossible avec De Gaulle, virgule, qu'il est un ennemi du peuple français et de ses libertés, virgule, qu'il est un ennemi de la construction européenne, 1943, et qu'en conséquence, il doit être détruit dans l'intérêt des Français. On a eu des révélations successives qui ont été faites au cours des années écoulées sur... ça, c'est un document qui a été publié par le Mail Online de 9 mai 2009, sur une réunion secrète qui s'est tenue à l'hôtel Maison Rouge à Strasbourg le 10 août 1944. Il n'y a pas que Mail Online, il y a également un spécialiste des questions allemandes et d'Europe qui s'appelle Édouard Husson, qui est un universitaire français qui a écrit sur ce sujet. Vous trouverez ça un petit peu partout sur Internet. C'est un rapport EWPA 128 des services de renseignement militaire américains, daté du 7 novembre 1944, qui est connu sous le nom de rapport Maison Rouge, et qui fait un compte-rendu détaillé d'une réunion secrète qui s'est tenue à cet hôtel qui se trouvait à Strasbourg, et qui s'est tenue le 10 août 1944. Alors, qu'est-ce que c'est que ce document? Ce sont des responsables d'entreprises allemandes, avec également des anglo-saxons, qui se réunissent en 1944. En août 1944, ça commence à sentir plus que le roussi, ça sent vraiment le brûler. En août 1944, Paris est en train d'être libéré. Donc c'est le reflux généralisé de toutes les armées hitlériennes. On est déjà en août 1944. Donc bien entendu, un certain nombre d'Allemands commencent à comprendre que ça finit. Le Reich va être battu. En juillet 1944, il y a une tentative d'assassinat de Adolf Hitler dans la tanière du Loup, qui était sa résidence en Poméranie orientale, enfin qui était tout à fait à l'est de l'Allemagne. Il s'est terré entre les années 1943-1944. Tout à fait après, au début 1945, il est allé se réinstaller à Berlin du fait de l'avancée des troupes soviétiques. Vous savez que donc dans cette tanière du Loup, il y a eu un attentat en juillet 1944 qui était d'ailleurs où avait trempé dedans, en particulier Rommel, le renard du désert, le grand maréchal Rommel, auquel Hitler, pour éviter une fin ignominieuse, lui demandera de se suicider afin d'éviter d'être pendu. Comme en juillet 1944, le coup d'État contre Hitler, organisé par les élites allemandes qui voient que le pays est en train d'être perdu, rate, on a donc un mois après cette réunion dont fait état les services de renseignement américains. Ça a été établi d'ailleurs en particulier par un Français du 2e bureau, c'est la source, qui est considéré comme fiable et qui a travaillé sur les problèmes allemands depuis 1916, qui a été en contact étroit avec les Allemands, particulièrement des industriels pendant l'occupation de la France et qui a visité l'Allemagne en août 1944. C'est la source du renseignement qui a été recommandée par le commandant Zindel. Donc c'est l'hôtel Rotheshaus à Strasbourg.
Alors, qu'est-ce qu'il y a au cours de cette réunion du 10 août 1944? Des dirigeants nazis ont demandé à l'élite industrielle allemande d'organiser la renaissance de l'Allemagne de l'après-guerre, de préparer le retour au pouvoir des nazis et d'œuvrer pour un empire allemand fort en coopération avec les Américains. En d'autres termes, bien que ça ne soit pas utilisé dans le rapport en question, mais ça a été présenté comme ça par le journal britannique, une sorte de quatrième Reich. Les 3 pages de ce rapport, rédigé en étroite collaboration, classé secret, adressé aux autorités britanniques et transmis par la valise diplomatique au secrétaire d'État américain Cordell Hull, détaille la façon dont les industriels devaient travailler avec le parti nazi pour reconstruire l'économie allemande grâce à des financements transitant par la Suisse. Ils mettaient en place un réseau de sociétés écrans à l'étranger, ils attendraient que les conditions deviennent meilleures et puis ils reprendraient le pouvoir. Les industriels représentés dans cette réunion comprenaient des représentants de Volkswagen, de Krupp et de Messerschmitt. Thyssen, c'est toujours les aciéries, Vereinigte Stahlwerke, voilà. Ça, c'est le logo assez curieux, enfin intéressant du point de vue historique, le logo de Volkswagen, qui, vous voyez, jusqu'en 1939, c'était une espèce de croix nazie symbolisée, puisque Volkswagen, c'est la voiture du peuple, avait été lancée sous Adolf Hitler. Adolf Hitler voulait que chaque famille allemande puisse avoir une voiture. Et puis après, ça a été transformé en ceci pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, ça a été sous l'influence britannique modifié, puis maintenant, c'est le logo actuel. Des hauts fonctionnaires américains de la Navy et du ministère de l'Armement participèrent à cette réunion et avec une incroyable clairvoyance décidèrent ensemble que, contrairement à son prédécesseur, il faudrait maintenant bâtir une espèce d'empire économique plutôt que militaire et pas seulement allemand. L'Allemagne nazie a effectivement exporté des quantités massives de capitaux par billets de pays neutres, les entreprises allemandes ont mis en place un réseau de sociétés écrans à l'étranger, l'économie allemande s'est rapidement rétablie après 1945, le Troisième Reich avait été vaincu militairement, mais l'ère nazie des puissants banquiers industriels et fonctionnaires remaqués en démocrates prospéra bientôt dans la nouvelle Allemagne de l'Ouest. Ça, c'est une traduction du texte du Mail Online que je vous présente, que je ne prends pas nécessairement entièrement à mon compte, mais qui témoigne d'une véritable réalité. Là, ils travaillèrent pour une nouvelle cause, l'économie européenne et l'intégration politique. Est-il possible que le Quatrième Reich, que les industriels nazis avaient programmé, soit du moins en partie entré dans les faits? Et Walter Einstein, en fait, était, s'il n'était pas membre du Parti national-socialiste, puisqu'il y a une incertitude sur le sujet, il est sûr qu'il était dans des associations affiliées, elles, au Parti national-socialiste, et qu'il a été officier de la Wehrmacht. Et officier nazi, enfin officier hitlérien, disons, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Einstein est fait prisonnier par les Américains pendant la bataille de Cherbourg, le 26 juin 1944, en uniforme allemand. Il est fait prisonnier. À ce moment-là, il va lui arriver un petit voyage d'agrément. C'est qu'il va être embarqué, transféré aux États-Unis et emprisonné au camp Como pour les prisonniers de guerre, ce qu'on appelle POW, Prisoners of War, les prisonniers de guerre américains dans le Mississippi. On voit ici une photo d'époque, très rare, Prisoner of War Camp, Visiting Prohibited, c'est interdit de visiter. Et puis il y a même ici, j'ai trouvé sur Internet, des tickets de cantine du camp Como pour le camp des prisonniers de guerre. Après avoir été dans ce camp, il va être ensuite transféré dans un deuxième camp. Dans le cadre de l'opération dite Sunflower, il est transféré à Fort Getty dans le Rhode Island pour suivre des cours de formation à la démocratie américaine pour les prisonniers de guerre allemands. Vous voyez ici tous ces Allemands qui ont donc été envoyés aux États-Unis, qui ont pris qui ont envoyé PW, Prisoners of War, et on les voit ici en train de suivre des cours qui leur sont administrés par l'administration américaine. Donc c'est le programme qu'a suivi Walter Einstein. Et puis ensuite, fin 45, je crois, je reprécise d'ailleurs, donc après avoir été détenu pendant à peu près 1 an et demi aux États-Unis, à avoir suivi des cours. Mais qu'est-ce qu'il a suivi à part des cours? Je n'ai pas encore trouvé toutes les informations nécessaires, mais d'un seul coup, il est renvoyé en Allemagne. Et il est, comme par miracle, réintégré comme professeur d'université. En Allemagne de l'Ouest, dans un pays qui est entièrement quadrillé par les soldats américains. Et puis, donc ça c'est les Lessons in Democracy, vous voyez s'il y a des textes entiers. Et ensuite il entre en politique
au sein de la CDU après la guerre. Et alors ça, c'est quand même, je trouve, quelque chose d'admirable. Parmi les grands mystères de ce bas monde, il devient secrétaire d'État aux Affaires étrangères du gouvernement du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il va élaborer la doctrine Einstein et négocier au nom de la RFA les modalités de la construction européenne. Donc nous voici maintenant arrivés en 1950 avec Robert Schuman, qui est ici dans le salon de l'horloge au Quai d'Orsay et qui fait cette fameuse déclaration du 9 mai 1950, dont on est prié de considérer en France que c'est une formidable déclaration, que c'est un coup de génie. Il y a d'ailleurs, comment dirais-je, on fête l'Europe, vous savez, le 9 mai, c'est la déclaration Schuman. Dans cette déclaration Schuman, alors je renvoie ceux qui sont intéressés par un dossier que j'ai mis en ligne sur notre site, Union populaire républicaine, où je décortique qui était Robert Schuman, qui était en fait un homme très conservateur d'origine, et qui a eu un comportement extrêmement trouble sous l'occupation. Il était né en Allemagne, il était né allemand avant la Première Guerre mondiale. Sous l'occupation, il a eu un rôle extrêmement trouble, je vais y revenir dans un instant. Et ensuite, il a été 14 fois ministre sous la 4e République. Donc c'était pendant qu'il était ministre des Affaires étrangères qu'il a fait cette déclaration, dont vous verrez, si vous lisez mon dossier, que cette déclaration, en fait, ce n'est pas du tout lui qui l'a écrite ni même inventée. Il n'a été qu'un porte-parole d'une déclaration qui a été conçue, écrite, rédigée au département d'État américain dans les services de Dean Acheson et qui lui a été transmise par Jean Monnet. Donc voilà, que dit Robert Schuman? L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne. Après le projet de communauté européenne, il y a eu le projet de communauté européenne de défense. Et les informations que je vous donne aujourd'hui sont des informations qui étaient de notoriété publique, ou à peu près publique, dans les années 50. Les gaullistes et les communistes, dans les années 50, disaient exactement cela. D'un journal, d'un magazine qui s'appelle Regard, qui est un magazine qui a été publié ça au printemps 54, et qui était un magazine proche du Parti communiste français. Au moment de la CED, vous savez que les communistes se sont opposés au projet de communauté européenne de défense. Et parmi les articles, on voyait des photos un type qui s'appelait Ramik, le bourreau de Brest-Litovsk, en confins de la Russie, libéré en 1951, on ne le voit pas derrière parce que j'ai un bug, et qui après avoir été libéré en 1951 et porté en triomphe par les Allemands. Et dans ce document, publié donc par un magazine proche du Parti communiste français, donc proche de l'URSS, vous aviez ces articles inventeurs de l'Europe. Inventeurs de l'Europe. Heinz Guderian, dans sa préface au livre de Paul Hauser, les Waffen-SS en guerre. Guderian, vous savez, c'est celui de l'offensive Guderian qui a contourné la ligne Maginot, qui est à l'origine de la défaite cinglante de la déroute de 1940. Donc, il le cite dans ce journal communiste français. Nous ne voulons pas oublier que l'idée européenne a trouvé pour la première fois son incarnation dans les formations SS, et qu'à cet effet, on a établi entre les nations de l'Europe des liens qu'il aurait été préférable de ne pas briser. Autre citation d'un commandant SS Piper, n'oubliez pas que c'est dans les rangs des Waffen-SS que sont tombés les premiers Européens. Ne restez pas à mi-chemin, l'Europe est le seul idéal politique digne aujourd'hui qu'on se batte pour lui. Jamais nous n'avons été aussi près de le voir se réaliser. Une autre citation d'un certain Viking Roof de Hanovre, du 21 juin 1952, les hommes des anciennes Waffen-SS ont le droit de parler de l'Europe, de la communauté européenne et de la défense de l'Europe. C'est dans nos rangs que pratiquement cette communauté européenne a vu le jour. Et c'est sur le champ de bataille qu'elle est devenue une réalité. Ça, c'est ce que, à l'époque, il y a 25-27% des Français qui votent pour le Parti communiste français, qui lisent ça. Et les gaullistes vont un petit peu moins loin, mais disent la même chose. Ce qui fait qu'à l'époque, il y a une majorité de Français, à peu près, c'est d'ailleurs pour ça que la CED va échouer, qui sont au courant de ce que je vous dis maintenant, et les gens n'en reviennent pas maintenant, alors que c'était, vous voyez, la lobotomie qui a été imposée aux Français depuis 50 ans. C'est fascinant.
Et alors un autre article toujours tiré de ce magazine, cette armée européenne, l'armée de la communauté européenne de défense que poussent les Américains, aurait un commandant en chef américain et des généraux hitlériens. Et c'est effectivement, c'est pour ça que l'affaire de la CED en 1954 n'est pas passée en France. C'est parce qu'il y avait une très forte poids du Parti communiste, puis il y avait les soviétiques qui balançaient des infos derrière, et qui montraient à nos compatriotes qu'on allait bientôt les bidasses les envoyer sous la houlette de généraux hitlériens, eux-mêmes recyclés par les États-Unis d'Amérique. Alors lui, eh bien, qu'est-ce que lui demandent les Allemands et en fait les Américains? De préparer une construction européenne. Et ça tombe bien, il dit oui, attendez, j'ai le dossier. Donc il ressort le dossier de 1931, il enlève la poussière qui est tombée dessus, il rouvre, tout est prêt. Il va donc co-signer le traité de Rome le 25 mars 1957 avec Adenauer, et on le voit. On voit ici le vieux chancelier Adenauer, et à côté Walter Einstein, et derrière il y a toute la délégation allemande. Walter Einstein, revenons à lui, a été ensuite, comme sur le thème qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, non seulement il a prévu le traité de Rome, il l'a signé, mais ensuite il s'est installé dans les meubles. Non mais il n'était pas bête, hein. Objectivement il n'était pas bête. Bon. Donc il a créé le poste de président de la Commission européenne, et puis il s'est dit je m'y verrai bien. Et puis voilà, il a été le premier président de la Commission européenne de 58 à 67, la Commission Einstein. Puisqu'on en est à regarder des notes déclassifiées des Américains, on va tout de suite sauter à l'année 1965, où là, vous avez une réunion qui a été tenue le 11 juin au département d'État entre 6 personnes. Et l'une de ces 6, c'était le Français Robert Marjolin, qui était à l'époque ce qui serait aujourd'hui le vice-président de la Commission européenne. C'était un autre titre, je ne sais plus lequel, mais c'est en gros ce qu'il était. Et alors, qu'est-ce que Robert Marjolin explique à ses interlocuteurs américains au département d'État en 1965? Il leur explique la chose suivante, qu'il souhaite circonvenir la volonté des États et des peuples européens. Sympa, quand on pense qu'il était finalement payé par les États et les peuples européens, en leur imposant de façon subreptice une union monétaire, 65, laquelle n'est pas envisageable dans l'immédiat compte tenu des résistances qu'elle provoquerait. Alors effectivement, si vous aviez demandé aux Français en 1965, est-ce que ça vous dirait de faire une union monétaire avec les autres pays de l'Europe? 65, moi j'avais 4 ans. Je ne sais pas, la plupart d'entre vous n'étiez même pas nés. Vraisemblablement, les Français auraient dit « mais c'est une idée stupide, comment en venez-vous là ?» Il y aurait eu plus que des résistances. Cependant, nous voyons, sur cette note déclassifiée, qui elle a été déclassifiée, elle a été 2000, que le projet était déjà dans les cartons. Hein, la date officielle de naissance de l'euro, c'est 4 janvier 99, et c'était planifié en 65. Faites la différence. Un tiers de siècle. Une génération. Ce scan provient de la note qui a été déclassifiée. Si vous pouviez le voir, vous ne pouvez pas, c'est dommage, vous pourriez remarquer à quel point c'est d'époque. C'est les machines à écrire qui existaient à cette époque-là, c'est pas du tout le traitement de texte de nos jours. Et vous voyez M. Marjolin qui exprime alors, he express it concern, il exprime qu'il a du souci au sujet du fait qu'il y aurait des résistances à ces propositions monétaires si on les faisait pour le moment. Et de ce fait, le mieux serait, c'est ce qui apparaît en jaune dans le slide, ce serait le mieux d'attendre jusqu'à ce que on atteigne un point où ces propositions, qui donc aujourd'hui seraient jugées irrecevables, apparaissent comme virtuellement inévitables. C'est-à-dire qu'on va pousser les choses jusqu'à un tel point que non seulement ça paraîtra une solution naturelle, mais encore ça paraîtra une solution inévitable. Et effectivement, il suffisait d'attendre 35 ans en progressant par... Alors ok, la paix c'est bien et tout, mais quels sont les accomplissements de l'Union et ses problèmes? De l'Union et ses problèmes. Aujourd'hui, les membres de l'UE bénéficient de nombreuses libertés individuelles. Les traités et régulations de l'UE facilitent les voyages, fournissent des télécommunications pas chères, une grande variété de biens et de services, ainsi que des standards de santé et de sécurité efficaces. En économie, rappelons que l'autorisation européenne de réintroduire les farines animales dans l'alimentation des poissons est entrée en vigueur aujourd'hui. Le commissaire européen Günther Oettinger a prévenu ce lundi que le gaz de schiste serait à l'agenda européen cette année. L'Europe change la législation en matière de composition des huiles alimentaires.
Désormais, les huiles végétales peuvent contenir jusqu'à 10% d'huile de vidange. Pour l'Europe, il n'y aurait pas de risque pour notre santé. Malgré l'opposition de 19 pays européens, un nouveau maïs OGM, le TC 1507, va être autorisé à la culture dans l'Union européenne. Et maintenant, cette décision assez surprenante de Bruxelles. Imperméable aux critiques des capitales européennes, mais fidèle à une promesse faite à Washington, Bruxelles annonce un projet de réintroduction des poulets américains. Il s'agit de poulets à la javel. Voilà qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Depuis hier, un règlement européen autorise des taux plus élevés de résidus de pesticides sur les étals, une hausse spectaculaire pour certains aliments. Sur la pomme, par exemple, on a vu que certains produits, ou les oranges, allaient être tolérés à des niveaux 10 à 40 fois supérieurs à ce qu'ils étaient auparavant. Les institutions européennes n'ont pas peur de tenir tête à des compagnies telles que Microsoft, Apple ou Facebook pour une compétition plus équitable contre l'évasion fiscale ou la protection des données. Au travers des programmes scientifiques européens, les pays de l'Union sont devenus un moteur collaboratif qui sert de centre scientifique dans un monde toujours plus vaste. La liberté de voyager et de travailler n'importe où facilite l'accès aux fonds et à la constitution d'équipes d'experts internationaux avec les meilleurs équipements. À son tour, l'UE est devenue le leader mondial en termes de partage global de recherche et produit plus de 25% des résultats scientifiques avec seulement 5% de la population mondiale. Mais beaucoup de ses concitoyens ne font plus confiance à l'UE. Bruxelles semble très loin, opaque, technocratique et difficile à comprendre. Et le fait que l'UE est très mauvaise pour communiquer et expliquer ce qu'elle fait vraiment n'arrange rien. Cette déconnexion a aussi mené à une diminution encore plus importante de votants au fil des décennies. Plus de transparence et de compte-rendu sont donc indispensables si les institutions européennes veulent la confiance de leurs citoyens. Ce serait le mieux d'attendre jusqu'à ce que on atteigne un point où ces propositions, qui donc aujourd'hui seraient jugées irrecevables, apparaissent comme virtuellement inévitables. Les journaux de Copenhague ont ce matin des titres de crise nationale. La réponse du Danemark à l'Europe? Non. Un non d'horreur qui secoue les marchés financiers. Les dirigeants européens ont réussi à trouver les voies du compromis au sommet d'Édimbourg en offrant une porte de sortie aux Danois qui vont pouvoir revoter au printemps prochain. Les Irlandais étaient les seuls parmi les 15 à recourir au référendum pour ratifier le traité de Nice. Mais ils ont choisi de ne pas le ratifier. Le téléphone a beaucoup fonctionné entre Dublin, Bruxelles et les principales capitales européennes pour trouver une solution. On parle maintenant d'un arrangement qui consisterait à organiser un deuxième référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine. Mais ne nous y trompons pas. L'avenir de la France et le destin de l'Europe sont liés. Intimement liés. Maintenant, l'enjeu est de remettre de la politique en Europe. De ne plus abandonner l'Europe. Alors le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90% de la Constitution européenne. 54,4%, c'est le pourcentage du non des Irlandais au traité européen de Lisbonne, un non qui s'est exprimé par référendum. Le Premier ministre Brian Cowen n'avait pas le choix, la pression de Bruxelles était énorme. Les Irlandais auront droit à un deuxième référendum d'ici fin octobre 2009. Que se passe-t-il si les Irlandais disent à nouveau non? Eh bien, on leur reposera la question une troisième fois, jusqu'à ce qu'ils disent oui. Non, mais c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous en pensez, Eva Joly? Je pense que la crise économique les a tellement durement frappés que l'arrogance qui les avait fait refuser, ne pas comprendre leur intérêt, change la donne et qu'ils ne rétorqueront plus. Je ne pense pas. Ce soir, avec ce non sorti des urnes, la Grèce impose à la zone euro un saut dans l'inconnu. Fort de sa victoire, le Premier ministre Alexis Tsipras va tenter cette semaine de peser sur les Européens. Mais ce n'est pas fini, puisqu'on l'a dit, le gouvernement grec devrait annoncer dans 48 heures une nouvelle série de mesures d'austérité. Il faut que ce soit sérieux, que ce soit grave, pour éviter
après la contamination pour pas que ce soit un épisode en quelque sorte qui n'emporte aucune conséquence. Moi je fais partie des gens qui poussent à fond pour que ça soit dur, c'est parce que il faut qu'on voit ce que c'est. Il faut prendre au sérieux. Voilà. Il faut Moi, prendre au sérieux. ils ont voulu sortir, mais on va respecter leur vote, mais jusqu'au bout. Ils vont le bouffer jusqu'au bout. Ils vont le bouffer jusqu'au bout. L'expérience a montré qu'interroger un pays sur des sujets extrêmement compliqués, on l'a vu au moment du traité constitutionnel, aboutit à une inconscience collective. Il faut arrêter de penser que les élites sont mauvaises, que le peuple est bon. Moi, je ne crois pas que le peuple, dans sa grande sagesse, est capable de tout comprendre. Moi, je ne comprends pas tout. Il faudrait interdire les référendums. Le référendum a été mis à la poubelle. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer d'avancer. Contraint et forcé, le Premier ministre belge a bloqué la signature d'un traité auquel il est favorable. À l'origine de ce casse-tête belge, les réticences des Wallons. Nous ne sommes pas contre un traité avec le Canada, mais nous ne voulons pas que ça mette en cause les normes sociales, environnementales, et nous ne déciderons jamais rien sous l'ultimatum et sous la pression. Résultat, 3,5 millions de Wallons bloquent un accord qui concerne 510 millions d'Européens. La Wallonie dit qu'il faut équilibrer les pouvoirs, c'est un motif de fierté. Et ces conflits de légitimité démocratique se multiplient ces derniers mois en Europe. Personne ne veut de leur traité de malheur. Si la presse française s'amuse des irréductibles Wallons qui rejettent la Pax Canada, il y a aussi les Écossais qui votent contre le Brexit et les Hongrois contre l'accueil des réfugiés. Nous devons sauver Bruxelles de la soviétisation. Échapper aux gens qui veulent nous dire avec qui nous devrions vivre. Alors faut-il consulter chaque peuple avant de décider pour les Européens ou doit-on déléguer un peu de notre souveraineté à Bruxelles? L'Union européenne peut-elle résister à la tentation du chacun pour soi? À l'heure actuelle, l'UE se relève encore de la crise des réfugiés de 2015. Certains pays ont accepté beaucoup plus de demandeurs d'asile que d'autres, alors que les pays limitrophes sont dépassés et se sentent abandonnés. D'autres pays, sous le choc de l'afflux irrégulier de migrants, ont fermé leurs frontières, fermant au passage le plus grand accès à l'Europe. La richesse et la liberté de l'UE en font une destination attirante, et ça n'est pas prêt de changer. La population est divisée sur ses réactions à avoir. Certains avancent que l'Europe a laissé entrer trop d'immigrés avec des cultures différentes sans exiger d'intégration, alors que d'autres pensent que l'immigration n'est pas le problème, mais que c'est plutôt le racisme et la discrimination envers les immigrés qui empêchent l'intégration. Pour trouver un équilibre entre aider les réfugiés, refuser les immigrés illégaux et réussir à intégrer ceux qui restent, on est encore face à un des challenges les plus difficiles et controversés. En mettant l'immigration de côté, le futur réserve encore beaucoup de défis comme la défense. Traditionnellement, les pays européens se sont fortement reposés sur la protection des États-Unis à travers l'OTAN. Mais dans le climat politique actuel, l'Europe doit se demander si elle veut vraiment dépendre des États-Unis pour sa sécurité. Si elle s'associait aujourd'hui, les forces militaires des membres de l'UE pourraient former une défense efficace et serait la 3e plus grande armée du monde. Cela économiserait énormément d'argent, protégerait les frontières européennes et améliorerait la compréhension interculturelle avec des soldats de 27 pays différents servant tous un but commun. Le projet de communauté européenne, il y a eu le projet de communauté européenne de défense. Pourquoi nous sommes rentrés dans l'OTAN ? Parce qu'il y a l'article 42 du traité sur l'Union européenne. Il y a deux traités. Il y a le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, et le traité sur l'Union européenne, qui s'appelle le TUE. Ça tombe bien. Le TU. C'est tout un programme sur la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, même si vous êtes fatigués en cette fin de conférence, parce que ça vaut quand même le détour. La politique de l'Union, au sens de la présente section, n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres,
Elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. C'est pratiquement à mettre dans un encadré, à mettre ça au-dessus de vos toilettes tous les matins pour y réfléchir, parce que c'est vraiment assez extraordinaire comme formulation, j'avoue. On y trouve dans une seule et même phrase, il est question à 3 reprises dans la même phrase de l'OTAN. Une fois sous le sigle OTAN, une autre fois sous le sigle Organisation du traité de l'Atlantique Nord, une autre fois sous l'intitulé de traité de l'Atlantique Nord. En gros, ça veut dire l'Europe a une politique étrangère et de sécurité commune qui est fixée par les traités, puisque ça a vocation à devenir les États-Unis d'Europe. Bien. Enfin, ça c'est pas dit, mais maintenant on le dit de plus en plus. Premièrement. Deuxièmement, cette politique de sécurité, elle est totalement indépendante, sauf que elle doit être quand même subordonnée à la politique de l'OTAN pour les États qui appartiennent à l'OTAN. Or, pratiquement tous les États de l'Union européenne appartiennent à l'OTAN. C'est d'ailleurs fait pour, puisque M. George W. Bush est allé à Varsovie en 2001 et il a dit aux pays de l'Est, nous devons accueillir tous les pays de l'Est dans l'Union européenne et d'abord dans l'OTAN. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Tous les 3 États baltes, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, etc., sont d'abord entrés dans l'OTAN, ensuite sont entrés dans l'Union européenne. Qu'en est-il de l'argent? Eh bien, c'est plus compliqué. L'UE a créé le plus grand marché commun du monde. On peut commercer en son sein sans frontières ni taxes. Les pays qui y sont rentrés ont connu un énorme boost économique. Même entre voisins, les échanges ont augmenté de près de 500% et il y a eu des créations de nouveaux emplois stables. Des études suggèrent que rejoindre l'UE a donné aux nouveaux membres environ 12% de PIB de plus que s'ils étaient restés en dehors. Et pour les régions avec des économies plus faibles et de moins bonnes infrastructures, l'UE fournit des milliards d'euros tous les ans et dans les investissements économiques, en infrastructures et en développement social. Qui est l'Europe, c'est la paix, mais cette fois-ci avec un E, c'est-à-dire la paye, la rémunération. Je commencerai cette conférence en rappelant ce que personne ne dit aux Français, en tout cas très peu de Français le savent, c'est qu'en réalité l'Europe ne produit rien. L'Europe en soi ne produit rien. C'est une pompe aspirante et refoulante d'argent. C'est comme si vous aviez une pompe, par exemple, qui distribue de l'eau. La pompe, elle ne produit pas d'eau. Elle prend l'eau quelque part et elle la redistribue quelque part. Donc c'est pareil avec la construction européenne. La construction européenne, ça consiste à ce que tous les États membres de l'Europe versent de l'argent à Bruxelles, je simplifie, et Bruxelles restitue cet argent aux différents États. Alors évidemment, comme vous l'avez compris, si Bruxelles redistribuait le même argent que ce que chaque État a mis, ça ne servirait à rien. Donc la pompe, elle aspire de l'argent, elle redonne cet argent, mais elle ne redonne pas l'argent de même façon qu'elle l'a aspiré. Il y a des États qui vont recevoir moins d'argent qu'ils n'en ont mis, et il va y avoir des États qui vont recevoir plus d'argent qu'ils n'en ont mis. Voilà comment ça marche. Et puis, par ailleurs, il va falloir nourrir la structure, comme on dit. C'est-à-dire il va falloir financer le fonctionnement de cette pompe aspirante et refoulante d'argent. Alors, comment ça marche? Eh bien, ici, on a un schéma assez rapide. C'est l'argent, en réalité, provient principalement de quelques grands pays qui sont l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suède. Ce sont les principaux contributeurs nets, comme l'on dit. Et puis, ceux qui sont les principaux bénéficiaires nets, eh bien, c'est l'Estonie, la Pologne, la Hongrie, la Lituanie, c'est-à-dire notamment des pays de l'Est nouvellement entrés. Donc ça veut dire, vous l'avez bien compris, la Pologne, par exemple, va donner, mettons, je ne sais pas, X milliards d'euros à Bruxelles, il va recevoir Y milliards, Y sera très supérieur. Donc en fait, il y aura un transfert de fonds provenant de France, d'Allemagne par exemple. Donc ça, c'est le schéma qui se passe, mais dans cette petite animation que je vous ai faite, vous voyez qu'il y a au passage, quand il y a des milliards qui circulent, il y a des milliards, vous savez, c'est comme dans les canalisations d'eau, eh bien, il y a souvent des fuites. Et donc il y a des fuites, ce sont les euros qui disparaissent au passage,
qui disparaissent notamment pour financer la structure de la pompe aspirante, pour financer Bruxelles, et qui va être également dans cet argent, on va trouver aussi des sources de gaspillage ou de dépenses somptuaires. Ce circuit des fonds européens pour la France se présente de cette façon. Ici, nous avons la Commission européenne. En 2010, la France a versé, je simplifie les chiffres, environ 21 milliards d'euros à Bruxelles, essentiellement d'ailleurs des fonds provenant de la TVA ou de certains droits de douane, et qui vont donc être transférés à la Commission européenne. L'argent payé par les Français. Et la Commission européenne nous a restitué, en gros, je schématise, 14 milliards d'euros en 2010. Alors, comme vous le voyez, il y a un double processus dans ce phénomène. Le premier, c'est que les Français ont donné 21 milliards, et ils voient revenir 14 milliards avec un drapeau bleu aux étoiles d'or. Qui va voir arriver ça? Ce sont nos agriculteurs, ce sont certaines de nos collectivités locales, des régions, des départements, qui vont recevoir des subventions européennes, notamment sous les formes de ce qu'on appelle le Fonds européen de développement, quand par exemple on fait une rocade, une route, vous avez déjà dû voir des choses comme ça. Il y a aussi un certain nombre d'associations ou de musées qui vont avoir des subventions, la Commission européenne finance, etc. Donc ce qui est extraordinaire dans ce processus, c'est que les Français de bonne foi, il y a beaucoup de Français, à commencer par les agriculteurs qui reçoivent l'argent avec marqué Europe, il y a beaucoup de Français qui pensent que si nous n'étions pas dans l'Europe, nous aurions tout ça comme manque à gagner. Mais en réalité, c'est un processus mensonger, puisque cet argent qui nous revient, c'est le nôtre. Monsieur, c'est comme si je vous demandais de me donner un billet de 50 € et que je vous en redonnais 30 en disant « merci qui ?» Bon, vous diriez que je suis un escroc. En réalité, je vous rendrai votre argent en vous demandant de me remercier. Comme vous l'avez remarqué, dans l'exemple que je vous ai pris, j'ai dit 50 €, je vous en rends 30, c'est exactement ce qui se passe, puisqu'on en donne 21, on en reçoit 14. Ça veut dire qu'il y a 7 milliards d'euros qui disparaissent, en gros. Et ces 7 milliards d'euros servent à financer, d'une part, la Commission européenne, le Parlement européen, etc., mais d'autre part, servent aussi à financer les autres États, notamment les pays de l'Est, selon le schéma que je vous ai montré tout à l'heure de financement par l'intermédiaire de la Commission européenne. C'est ce qu'on appelle les fonds structurels pour aider les pays de l'Est notamment. J'ajoute qu'avec la construction européenne, là en jaune c'est les pays de la francophonie, avec la construction européenne, la France se coupe progressivement du reste du monde, et notamment des pays francophones, qui constituaient le socle de sa puissance et de son rayonnement mondial. Avec les fonds structurels dits européens versés aux nouveaux États membres, vous savez que ces fonds dits européens, c'est nous qui les payons, avec l'Allemagne, je vous l'ai montré tout à l'heure. La France, par l'intermédiaire de l'Union européenne, donne 90 fois plus d'argent à Malte ou à Chypre qu'à la Tunisie par habitant. Nous donnons 200 fois plus d'argent à la Lituanie qu'au Sénégal par habitant. Et en plus de ça, les gens qui reçoivent cet argent ne savent même pas que c'est nous qui le donnons, ils croient que c'est l'Europe. Voilà. J'aimerais qu'on me dise sur la base de quelle logique la France accepte de verser entre 80 et 200 fois plus d'argent à chaque Polonais, ici une vue de Varsovie, c'est un pays déjà assez largement développé quand même, plutôt qu'à chaque Marocain ici Essaouira, beaucoup plus pauvre, donc nous sommes beaucoup plus proches des Marocains que des Polonais, même si nous avons des liens avec la Pologne. Pourquoi est-ce que nous donnons 200 fois plus d'argent à chaque Lituanien ici Vilnius plutôt qu'à chaque Malien ici le village de Yalé? Je me permets de signaler que nous n'avons aucun lien particulier avec les pays lettons, la Lituanie, les pays baltes, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie. Je n'ai rien contre. Je ne suis pas anti-letton. Je dis simplement que la France a des liens beaucoup plus étroits avec les pays du Sud. Le Sénégal, les Sénégalais ont payé le prix du sang lors des conflits mondiaux. Les tirailleurs sénégalais, on a su les trouver au moment fatidique. Nous avons en France 5 à 6 millions de Français d'origine maghrébine. Nous avons d'ailleurs des Sénégalais ou des Maliens qui, en France, payent la TVA. Même s'ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, ils payent la TVA à chaque achat. Or, justement, les fonds qui sont versés à l'Union européenne proviennent de la TVA. Donc on prélève cet argent et on donne 80 à 200 fois plus d'argent
à des Lituaniens avec qui nous n'avons aucun lien historique, linguistique, culturel, migratoire, familiaux, commerciaux, culturels, etc., plutôt qu'aux anciens pays d'Afrique, enfin aux pays d'Afrique francophone, aux anciennes colonies françaises en Afrique. Du côté négatif, l'UE essaye de maintenir ensemble des pays avec des économies, des législations de travail, des taxes et des sécurités sociales radicalement différentes. Le salaire pour une heure de travail dans un pays de l'UE va de 4 € à 40 € par heure. Certains pays ont de grosses industries et des exports forts, alors que d'autres se concentrent sur les services, le tourisme ou les ressources naturelles. En plus de ça, l'euro est la monnaie de certains pays, mais pas de tous. Comme l'a montré la crise grecque, cela peut être la recette pour un désastre. On ne peut pas unifier des économies si différentes sous une seule monnaie, tout en laissant des politiques économiques séparées. Du coup, est-ce que les pays de l'UE devraient s'unir sous une seule monnaie ou pas? Est-ce que les maillons les plus faibles devraient être jetés hors de l'euro, ou est-ce que les pays devraient adopter des lois communes sur les taxes, la santé ou la sécurité sociale? C'est une question qui mijote depuis des années, et elle n'est pas prête de trouver une réponse. Eh bien, nous disons que l'euro va inéluctablement exploser pour 7 raisons essentielles qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, je les présente avant, et puis on va les examiner l'une après l'autre après. Première raison, parce que l'euro est une monnaie commune et non pas une monnaie unique. Le système ainsi créé, je vais l'expliquer tout à l'heure, a pour effet de ne jamais sanctionner les déficits de la balance commerciale et de la balance des paiements courants d'un État de la zone euro vis-à-vis d'un autre État. Deuxième raison, le système de l'euro provoque structurellement la dégradation du bilan des banques centrales des États vertueux, ce qui est à terme totalement insupportable pour eux, et tout particulièrement pour l'Allemagne. Troisième raison, un taux d'intérêt unique pour 17 économies différentes est un processus systématiquement aggravant que d'ailleurs les économistes dénoncent comme étant systématiquement pro-cyclique, c'est-à-dire qu'il aggrave systématiquement toutes les situations cycliques. Quatrième élément, un taux de change externe unique pour 17 économies différentes est destructeur pour les économies les moins compétitives de la même zone monétaire. Cinquième raison, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, on verra ce que c'est, et n'est pas capable de surmonter durablement des chocs asymétriques. Sixième raison, l'euro conduit nécessairement à la fin de la démocratie. Et septième raison, les plans dits de sauvetage de l'euro conduisent au pillage du patrimoine des peuples et des États au profit d'une oligarchie financière, ce qui annonce des embrasements politiques dans toute l'Europe jusqu'à l'explosion finale. Alors, en prenant tout ça en compte, est-ce que l'Union européenne vaut le coup? Voici notre réponse. L'UE a beaucoup de défauts et a besoin d'encore énormément de travail. Mais il serait juste de rappeler que l'Union européenne rend les Européens forts dans le monde. Mis ensemble, nous dominons en science, sommes une des plus grandes puissances économiques et pourrions avoir une des armées les plus fortes du monde. Mais plus important, l'UE nous offre la paix, la sécurité et un sentiment d'identité partagée. Pour finir, quelque chose dont nous mourrons tous d'envie en ces temps tumultueux, la stabilité. Si nous voulons protéger les valeurs dont nous sommes si fiers, une Union européenne forte est le meilleur moyen d'être sûr que nos voix sont entendues dans le monde. Seuls, en tant que petit État, nous avons à peine une chance de nous en sortir dans un monde de superpuissances changeantes. C'est que la construction européenne, en fait, prône le choc des civilisations. On l'a vu dans un clip de la Commission européenne en mars 2012, il y a un an, qui a fait un scandale. Pour promouvoir l'élargissement de l'Union européenne auprès des jeunes, la Direction générale de l'administration de la Commission européenne avait commandé, payé et validé un clip vidéo qui mettait en scène d'un côté une jeune femme blanche, censée représenter l'Europe, et de l'autre côté des hommes patibulaires, basanés, maniant les arts martiaux. L'un était originaire de Chine, faisait du kung-fu, symbole du péril jaune. L'autre d'Inde faisait du kalari payatou, symbole avec le turban du monde arabe, parce que les gens ne font pas forcément la différence entre les Indiens et les Arabes. Et enfin un Brésilien qui faisait de la capoeira, symbole du noir, parce que les gens ne font pas non plus la différence entre Brésilien et noir, et qui venait l'agresser dans un décor d'entrepôt désert et angoissant. Ces agressions étaient censées représenter l'agressivité des BRIC, des puissances économiques émergentes, et finalement tout était bien qui finissait bien, la jeune femme blanche fermait les yeux,
se multipliaient par 12 pour former un cercle autour des combattants qui d'un seul coup se transformaient doux comme des agneaux. Alors ce clip a fait quand même l'objet de démarches officielles des ambassades de Chine, du Brésil et de l'Inde auprès de la Commission européenne à Bruxelles pour justement diffusion de clips racistes. The more we are, the stronger we are. C'est de l'européen. The more we are, the stronger we are. C'est de l'européen. C'est dans vous avez vu, c'est dans le cadre d'une publicité sur l'élargissement. D'ailleurs, vous avez peut-être vu à la fin, c'est passé un petit peu vite, il y avait des macarons en fonction des pays. On voyait d'ailleurs que la Turquie était déjà entrée dans l'Union européenne, puisque c'est comme vous le savez, si vous suivez mes conférences par ailleurs, l'objectif qui a été décidé par les États-Unis d'Amérique qui veulent faire correspondre le périmètre de l'OTAN et le périmètre de l'Union européenne. Et donc voilà. Alors tout ceci a mené à des démarches officielles des pays en question, parce que nous avons un clip qui est carrément un clip raciste quand même. Alors du coup, ça a été du rétro-pédalage, et effectivement, la Commission européenne a jugé nécessaire de retirer ce clip, qui avait quand même été conçu tel quel. Alors, c'est d'autant plus scandaleux tout ceci que c'est fait par ailleurs, on dénonce par ailleurs des situations qui ont été engendrées par l'Union européenne, par ses décisions elles-mêmes. D'où est-ce que vient justement la montée en puissance des BRICS, notamment du Brésil, de l'Inde et de la Chine? Ça vient justement des décisions qui ont été prises par les traités depuis le traité de Maastricht, repris par les traités ultérieurs, notamment l'article 63 actuel du TFUE, sur les capitaux et les paiements. Désormais, en vertu de l'article 63, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Toutes les restrictions au paiement entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Je dis bien les pays tiers. La construction européenne n'a pas supprimé les contrôles de mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne. Elle a supprimé les mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne, mais aussi avec tous les pays en voie de développement. C'est-à-dire qu'en réalité, ces traités ont donné un feu vert aux entreprises totales pour expatrier leurs usines dans des pays à très bas coût de salaire. C'est de là que viennent les délocalisations. C'est de là que ça vient. Auparavant, il y a 30 ans, en France, on ne parlait pas de délocalisation. Parce que quand une entreprise voulait délocaliser, créer son usine, elle devait d'abord demander l'autorisation de transférer 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards de francs. Et elle devait donc aller au ministère français des Finances, à la direction du Trésor, on disait « Qu'est-ce que vous voulez ?» Quand on dit contrôle, ne veut pas dire interdiction. Lorsque, par exemple, Peugeot avait voulu créer une usine de fabrication de voitures en Iran, la France avait examiné le dossier, avait donné son feu vert. Parce qu'il s'agissait de fabriquer des usines, des automobiles en Iran, prendre une part de marché sur le marché iranien, au bénéfice d'une entreprise française, et il n'y avait pas de possibilité, puisque nous étions maîtres par ailleurs de nos échanges commerciaux, on ne pouvait pas, il suffisait de mettre un quota zéro d'importation de voitures de l'Iran pour être certain que ces voitures fabriquées par Peugeot à très bas coût ne reviendraient pas en France. Donc, d'une part, Peugeot gagnait des parts de marché en Iran, on favorisait le développement de l'Iran.
Mais on ne mettait pas en cause les salaires, les emplois des ouvriers français fabriquant des Peugeot en France et pour le marché occidental. C'est maintenant ceci qui n'existe plus. C'est-à-dire que désormais, une entreprise, si elle veut se délocaliser en Iran, quoi qu'elle y fasse, ou en Iran, mais aussi au Maroc, ou en Tunisie pour fabriquer des sous-vêtements, en Chine, c'est pas que la France, hein. Zara, par exemple, vous savez, c'est le prêt-à-porter, une des plus grandes fortunes mondiales maintenant, le fondateur de Zara, qui est une entreprise espagnole, a tout délocalisé dans des établissements, comme on l'a vu d'ailleurs très récemment. Vous avez vu ce drame qui est survenu au Bangladesh avec comment dirais-je, un bâtiment qui s'est effondré. Il y a eu plus de 700 morts parce que dedans c'était des sweatshops, c'était des usines de textiles. On avait installé des machines qui ont fait vibrer le truc. Il y a eu plus de 700 morts. C'était des gens qui travaillaient pour Benetton, pour travailler pour Zara, etc. Payés en gros 1 euro par jour. Donc destruction des emplois en Espagne, en France, dans tout l'Occident. On fait travailler des gens à des salaires de misère dans des conditions tellement épouvantables qu'il y en a 700 qui sont morts dans l'ensevelissement d'un immeuble. Et le résultat des courses, c'est que Zara, Monsieur Zara, le fondateur de Zara, et puis les gens qui détiennent les capitaux, se ramassent des fortunes colossales. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça sert à quoi de dénoncer après les Chinois, les Bangladeshis? Qui est responsable de cette situation? Qui a créé l'origine de la situation? D'ailleurs, je signale, l'article 32, c'est ce qui va de pair, hein, la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres, accroître la force compétitive des entreprises, expansion de la consommation dans l'Union. Les articles des traités favorisent la réimportation de ces productions. À aucun moment dans les traités, il n'est précisé qu'il aurait fallu, par exemple, protéger les emplois des salariés en Europe. À aucun moment, il n'est précisé qu'il faudrait protéger le savoir-faire industriel des pays européens. La seule chose dont on parle, c'est accroître la force compétitive des entreprises, promouvoir les échanges commerciaux et l'expansion de la consommation. Bah oui. Ah oui, maintenant, effectivement, les femmes, essentiellement, peuvent acheter des petites robes chez Zara. Ça coûte pas très cher. Sauf que bientôt, elles pourront plus se les acheter parce qu'elles n'auront plus d'argent. En clair, le feu vert aux entreprises pour importer des productions faites dans des pays à très bas coût de salaire. Je vous ai donc parlé de ceci. J'en arrive au chapitre 9 qui est l'avant-dernier. La construction artificielle d'un apartheid planétaire et guerrier. Nous sommes là aussi les seuls à dire ce qu'est la construction européenne pour de vrai. Cette construction dont du berceau à la tombe, on vous a dit grand bien. En réalité, il n'y a rien qui ressemble plus à la construction européenne que ça. C'est l'apartheid sud-africain en 1979. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette politique dite d'apartheid n'était pas une innocente description de l'Afrique du Sud comme le prétendaient les dirigeants sud-africains. C'était une politique active, fondée sur la séparation des races et des peuples pour permettre aux Blancs de dominer le pays. Si vous avez compris ce que c'était que l'apartheid, vous avez compris ce que c'est que maintenant la construction européenne et la théorie du monde multipolaire chère aux Américains. Puisque c'est en fait le même état d'esprit anglo-saxon qui se cache derrière. C'est-à-dire qu'il y a un monde, il va y avoir Western Christendom, le monde judéo-chrétien, Amérique du Nord et Europe et Union européenne. C'est ça qui se cache derrière le prochain grand marché transatlantique. Et puis, il y a l'Amérique latine. Pourquoi pas judéo-chrétien? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas piffer les Yankees. Donc on les met de côté. Vous voyez bien au passage que c'est une théorie qui n'a aucune scientificité. Et puis, il y a les méchants. Les méchants, c'est les Verts. Les méchants, c'est les musulmans. Ça commence à peu près au Sénégal. Il y a le Mali, il y a la Mauritanie. Ça passe par les pays du Maghreb, les pays du Machrek, les pays du Sahel, la péninsule arabique, les Badawiya d'Arabie. Ça concerne... On ne sait pas trop bien où mettre les Turcs, parce que d'un autre côté, les Turcs font partie de l'OTAN, donc c'est des bons musulmans, les Turcs. Bon. Mais il y a les méchants, donc c'est la Syrie, c'est l'Iran, c'est très très méchant. Et puis on a les Turcs, les turcophones, le Turkménistan, le Kazakhstan. Et puis on a des Ariens, qui ne sont pas des Arabes, les Iraniens, les Pakistanais. Et puis après on traverse le continent indien, on a les Bengalis. Les Bengalis ne sont ni pas des Ariens, ce sont des musulmans. Et puis après, on continue vers l'Asie du Sud-Est. On a les Malaisiens, les Bhumiputras ou les Pribumi, comme on dit
sur place, c'est-à-dire les fils du sol, et puis ça va même jusqu'à l'Irian Jaya, c'est-à-dire les Papous de l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont la partie occidentale appartient à l'Indonésie. Donc les Américains, c'est la théorie du choc multipolaire de Samuel Huntington dont je parle. C'est pas une vaticination de ma part. Ça veut dire qu'on a un découpage totalement artificiel de la planète où on met dans le même sac, si j'ose dire, d'abord les peuples uniquement en fonction du critère religieux, comme si c'était le seul critère qui distinguait les populations, alors qu'il y a 1000 critères différents. Il y a l'histoire, la langue, le schéma anthropologique, le rôle de la femme, par exemple. L'islam, on sait très bien que l'islam du Moyen-Orient n'a rien à voir avec l'islam du sous-continent indien, puisqu'il y a le phénomène de la Shakti, vous connaissez peut-être, pour ceux qui connaissent le monde indien, le principe féminin qui prévaut sur toute autre chose. C'est pas pour rien que le sous-continent indien est le pays et la zone du monde où il y a le plus de chefs de gouvernement femmes. Hein, que ce soit au Bangladesh avec la Begum Khalida Zia, que ce soit au Sri Lanka avec la Madame Bandaraneke Kumaratunga qui a été présidente de la République du Sri Lanka, que ce soit en Pakistan où il y avait eu la Madame Bhutto qui avait été Premier ministre du Pakistan, que ce soit en Inde avec Indira Gandhi. Hein. Donc nous avons ici, ça prouve que ces schémas anthropologiques sont plus puissants que les religions, puisqu'il y a deux pays à domination musulmane, Pakistan, Bangladesh, un pays à domination bouddhiste qui est le Sri Lanka, un pays à domination hindouiste qui est l'Inde, et pourtant tous ces pays se retrouvent avec ce principe de la Shakti. On ne fait pas la différence entre le sunnite, les chiites, les haïdites. Toujours selon ce découpage, il y avait le monde bleu ciel ici, c'est le monde orthodoxe, ils sont assez méchants, un peu moins que les Verts, mais quand même. Il y a le monde chinois, très dangereux. Il y a le monde japonais, bon sympa, parce qu'on a des bases militaires chez eux, donc puis on leur a cassé la figure à 2 reprises en 1945. Il y a le monde indien, en orange, comme si l'Inde n'était pas un pays musulman, alors que l'Inde est le 2e pays musulman de la planète après l'Indonésie, en termes de population. Il y a plus de musulmans en Inde qu'au Pakistan ou qu'au Bangladesh, en tout cas ça se vaut. Et puis enfin, alors là, terra incognita, c'est l'Afrique. Alors là, ceux-là, on ne sait pas très bien quoi en faire, donc on les met tous ensemble, on met des musulmans anglophones comme au Nigeria, des chrétiens francophones comme en Côte d'Ivoire, on met des gens d'origine malaisienne comme les Malgaches, d'origine bantoue comme en Afrique du Sud, on mélange des pays parmi les plus pauvres du monde, comme par exemple, eh bien, je ne sais pas moi, l'Éthiopie ou le Rwanda, avec des pays qui sont quand même très développés ou assez développés, comme par exemple l'Afrique du Sud. Tout ceci va dans le même sac. Donc tout ceci n'a aucune valeur scientifique. C'est exactement comme l'apartheid, sauf que c'est exactement décrit comme ça dans Le choc des civilisations de Samuel Huntington. Le livre s'écrit en original The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Le choc des civilisations et la refondation de l'ordre mondial. Comme l'apartheid sud-africain, ce n'est pas une innocente description du monde. Cela se veut une politique active pour refonder l'ordre mondial. Vous avez compris ce qu'était l'apartheid sud-africain, vous comprenez maintenant ce que c'est le choc des civilisations et vous comprenez maintenant ce que c'est que la construction européenne, qui est l'un des éléments de définition de cet apartheid planétaire. Voilà la réalité de la situation. Quand on dit de défendre la civilisation, quand on menace le terrorisme islamiste, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe concrètement des guerres néocoloniales illégales qui vont faire 1 million de morts en Irak, etc., d'appropriation des matières premières en Irak, en Libye, et c'est de ça qu'il s'agit. Chers amis, encore merci d'avoir suivi cette vidéo qui était en partenariat du coup avec la chaîne allemande Kurzgesagt. Merci à eux de m'avoir offert la possibilité de participer à cette collaboration européenne assez hors norme, puisque la vidéo est également disponible sur leur chaîne à eux en anglais. Do you think the European Union is worth it? Or should we end it?
en anglais, et si on a décidé de la diffuser sur ma chaîne à moi à travers ma voix, c'était pour toucher effectivement un public français et pouvoir permettre, au-delà de la barrière de la langue, de se poser des questions sur l'Europe et sur son avenir. Est-ce qu'on doit maintenir l'Europe ou pas? Ça, on a tous des avis différents, on n'est pas obligé d'avoir des avis tranchés d'ailleurs, hein. C'est mon cas, des fois je me dis oui, des fois je me dis non, on se pose des questions. C'est important de pouvoir en débattre sereinement, alors n'hésitez pas dans les commentaires à nous le dire, si vous êtes pour, si vous êtes contre, à argumenter, toujours de façon bienveillante et gentille les uns avec les autres. En tout cas voilà, merci à Kurzgesagt, merci à Dave Scheck, anciennement Histoire Brève, pour avoir traduit le script originel de Kurzgesagt, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Une autre Europe est-elle possible? Depuis des années, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous les dirigeants politiques s'accordent pour dire que l'Union européenne ne fonctionne pas correctement. Tous les partis politiques, sans exception, se présentent aux élections avec comme promesse, au choix, la refondation de l'Europe, l'avènement d'une autre Europe, ou bien sûr, le fameux projet de changer d'Europe. Outre le fait que l'on nous resserre les mêmes slogans depuis plus de 30 ans, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette autre Europe n'arrive jamais? Pour réellement changer l'Union européenne, il faudrait changer les traités dans lesquels sont gravés des principes comme, par exemple, les délocalisations, article 63 du TFUE, l'obligation pour les États d'emprunter sur les marchés privés, article 123 du TFUE, ou encore l'orientation des politiques économiques par la Commission européenne, article 121 du TFUE. Comment changer les traités européens? L'article 48 du TUE stipule expressément que toute modification des traités doit être statuée à l'unanimité des 28 États membres. Les 28 gouvernements des 28 pays membres devraient donc tomber d'accord au même moment pour qu'un traité soit modifié. Quelles sont les chances d'avoir 28 gouvernements du même bord politique? Jouons un peu et calculons les chances que les 28 gouvernements des 28 États membres soient, au même moment, de la même couleur politique, droite ou gauche. Si nous ne prenons qu'un État, la probabilité qu'il y ait à un moment donné un gouvernement, par exemple de gauche, est de 50%. Si nous prenons deux États, la probabilité que les deux gouvernements soient au même moment de gauche n'est plus que de 25%. Si nous prenons 4 États, cette probabilité chute à 6,25%. Et si nous prenons les 28 États membres de l'Union européenne, la probabilité d'avoir au même moment 28 gouvernements de gauche n'est finalement plus que de 0,0000004%. Les chances d'avoir l'unanimité sur une vraie réorientation de la politique européenne sont donc équivalentes au mieux à 1 jour tous les 735 000 ans. À titre d'exemple, vous avez 13 fois plus de chances de trouver les 6 numéros gagnants du loto. Et encore, nous avons pris un cas extrêmement favorable, gauche-droite, qui ne tient pas compte des réelles divergences qui existent entre les différents partis européens du même bord politique. Mais imaginez alors les chances d'avoir 28 Jean-Luc Mélenchon ou 28 Marine Le Pen. Vouloir changer d'Europe est-il respectueux des autres peuples? Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo « Une autre Europe est-elle possible?», toutes les promesses d'autre Europe ne sont que de la poudre aux yeux, car les chances de changer en profondeur l'Union européenne sont infinitésimales. En effet, tout changement des traités nécessitant l'unanimité des États membres, il est illusoire de croire que 28 gouvernements pourraient, au même moment, tomber d'accord sur une réelle réorientation de l'Union. Mais la France, ce n'est pas n'importe quel pays. L'argument qui est régulièrement opposé à cette démonstration est que la France n'est pas un simple pays parmi 28 et que, de par son poids économique, démographique ou encore militaire, elle aurait largement les moyens de faire pencher la balance de son côté. De plus, si la France venait à quitter l'Union européenne, cette dernière n'y survivrait probablement pas, donc les autres pays auraient tout intérêt à accepter cette réorientation. En d'autres termes, la France pourrait user de sa position dominante pour imposer aux autres États membres son chamboulement de modèle européen, par-dessus le marché, à coup de chantage à la sortie. C'est notamment un argument avancé par Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas le seul. Ainsi, les personnes qui prétendent vouloir changer d'Europe parce que celle-ci ne respecterait pas les peuples ou serait dominée par l'Allemagne de Madame Merkel, proposent de faire exactement la même chose pour arriver à leur fin, imposer leur Europe au peuple des 28 États membres. Cela ressemble à la loi du plus fort. Mais notre modèle européen est universel. L'argument suivant consiste à dire que le changement d'Europe que l'on porte rencontre de façon évidente les aspirations de tous les peuples d'Europe sans exception. Alors prenons quelques exemples.
Restreindre la libre circulation des capitaux et donc endiguer les délocalisations qui en découlent. Qui pourrait être contre? Eh bien, probablement le Luxembourg, Malte ou Chypre, dont les secteurs bancaires représentent une large part du PIB et qui vivent de ces transferts de capitaux. Et probablement aussi les pays de l'Est, comme la Pologne, la Roumanie ou la République tchèque, qui bénéficient de ces délocalisations intra-européennes. Une dévaluation de l'euro permettant de favoriser les exportations françaises, qui pourrait être contre? Probablement l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Finlande, qu'un euro fort favorise. Cela commence à faire beaucoup de noms, et ce ne sont que quelques exemples. Certaines réformes peuvent nous sembler pleines de bon sens d'un point de vue français, mais elles portent sur des sujets vitaux pour d'autres pays, car ils ont pu construire une large part de leur économie dessus. Vouloir user de sa position dominante pour contraindre ces pays à se tirer une balle dans le pied, ce n'est pas très humain d'abord, si? Alors que faire? Au lieu de s'obstiner à espérer une autre Europe qui n'a statistiquement aucune chance d'arriver. Au lieu de croire à un modèle unique européen qui ne pourra jamais convenir à 28 États aux cultures, aux économies et aux passés si différents. Au lieu de prétendre user d'une position dominante pour forcer les autres peuples à adopter notre modèle, tout en se prétendant démocrate et humaniste. Pourquoi ne pas se rendre à l'évidence que le moyen le plus certain et le plus respectueux des autres peuples de réellement changer l'avenir de la France et des Français est de quitter unilatéralement et sereinement l'Union européenne et l'euro, ceci nous plaçant, à nouveau, dans la situation de l'écrasante majorité des pays du monde. Une situation où nous détiendrons les manettes stratégiques de notre pays, et où les Français pourront mener la politique qu'ils auront décidée par eux-mêmes, sans qu'elle ne soit imposée par d'autres, et sans l'imposer à d'autres non plus. Et si notre nouveau modèle fonctionne, cela donnera probablement des idées aux autres, qui seront libres de nous imiter. Qui propose cela? Un seul mouvement politique propose depuis mars 2007 la sortie de l'Union européenne, de l'euro ainsi que de l'OTAN. Ce mouvement, c'est l'Union populaire républicaine, ou UPR. L'UPR est un mouvement de libération nationale qui rassemble temporairement les Français au-dessus des clivages gauche, centre, droite, pour rendre à la France son indépendance et au peuple français la souveraineté qui lui a été volée. Son président, François Asselineau, est candidat à l'élection présidentielle de 2017. Pour plus d'informations, retrouvez les analyses, les débats et le programme de l'UPR sur upr.fr. Et alors là, ça y est, la phrase a été lâchée. On m'a tout de suite lancé une vidéo avec Jean-Marie Le Pen qui disait « Oui, faut arrêter de diaboliser le soldat allemand, etc. » Et donc, de fait, on m'a comparé et on m'a affilié directement aux idées de Jean-Marie Le Pen, ce qui m'a, faut bien le dire, assez fortement déplu parce que je n'adhère absolument pas à ses idées, à ses doctrines, etc.